Une avalanche de piratage dans la crypto, c'est ce qu'on est en train de constater vraiment. C'est juste hallucinant. J'ai rarement vu autant de piratage à la suite. On va parler de ça, mais de plein d'autres sujets. Je vais vous parler de Morpho. Un lancement majeur vient d'avoir lieu. On va parler aussi de la réglementation aux États-Unis, du nouveau sur le Clarity Act et le point avec Donald Trump. On va parler aussi de Telegram, une annonce majeure. On va parler de la fermeture d'un exchange. J'ai plein de choses à vous dire. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a un BTC à 65 000 $, Ethereum qui frôle les 2000 $, 1929 $. Et plein de choses à raconter. Commençons rapidement avec Fins, le partenaire de la chaîne, vous offre 20 €. Vous avez le lien de l'inscription. C'est un broker qui va chercher le meilleur prix pour acheter ou vendre vos crypto-monnaies ou swapper d'une crypto-monnaie à l'autre. Il y a 400 crypto-monnaies en fait. Il y a près de 400 crypto-monnaies. Vous avez des frais de trading très bas. On parle uniquement de 0,15%. Tout est transparent, pas de spread caché, rien du tout. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur cette entreprise européenne qui a l'agrément MiCA et vous avez toutes les informations plus bas. Parlons de piratage. Déjà, j'ai fait une vidéo hier sur l'IA et la cyber. On s'éloigne un peu de la crypto. Merci pour vos retours. Ça m'a fait plaisir. Je sais qu'on s'est éloigné des cryptos sur cette vidéo. Et ma chaîne va rester une chaîne crypto, mais de temps en temps, voilà, je m'interdirai pas de faire des petits zooms sur des sujets de type IA ou des sujets de type sécurité s'il y a vraiment un point essentiel comme la vie côtière. Parlons du coup de piratage. Regardez, on a eu vraiment une succession de piratage. On a eu le bridge côté Ethereum de Versus qui a été hacké. 7,5 millions de dollars ont été volés sur ce bridge. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en mai, ce même bridge a été piraté. L'attaquant a rendu l'argent moins 25%. Et là, en juillet, encore une fois, même piratage du même bridge avec la même méthode d'attaque. Du coup, on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'ils n'avaient pas corrigé la faille? Ils ont juste négocié les fonds et sans corriger la faille, ils ont tout remis dans le bridge sans corriger le problème. Je pense que c'est ce qui s'est passé, ou en tout cas, ils ont mal corrigé la faille, mais en tout cas, voilà, premier piratage. Cette fois, je pense pas que ça nécessitait forcément une IA hyper puissante. Il suffisait de surveiller les précédents piratages qui ont eu lieu et de voir si ça a été corrigé ou pas. Ça, c'est le premier, 7,5 millions de dollars. Mais un autre piratage encore plus important, encore une fois sur un bridge, on parle de AFX Trade. AFX Trade, on peut voir ça comme quelque chose de similaire à Hyperliquid ou autre. C'est sur Arbitrum, un système pour trader. Mais ils avaient leur propre bridge et 24 millions de dollars ont été volés. Ça, c'est énorme. C'était de l'USDC, donc l'attaquant, il a tout transféré, il a mis ça sur Ethereum en Ether, et il a commencé à swapper. En tout cas, il a plus, l'argent n'est plus sur Arbitrum, donc plus moyen de bloquer les fonds. Et là, c'est pas un piratage de smart contract non plus. Là, on est vraiment sur des clés qui ont fuité. Donc on sait pas exactement comment, mais l'attaquant a présenté les bonnes signatures au bridge et le bridge a débloqué les fonds. Donc là, ça ressemble plus à un vol de clés. Typiquement, là, c'est plus le type de piratage qu'on voit là, que la Corée du Nord fait souvent, en fait. Donc, piratage via les clés. Donc, ils font du phishing, là, des employés, etc. Ils travaillent pendant des semaines à collecter les signatures, etc. Et quand ils y arrivent, ils vident les fonds d'un coup. Donc, ça, premier piratage. Deuxième piratage, 24 millions de dollars. On va parler maintenant de Zilliqa. Zilliqa, c'est une très ancienne blockchain qui existe depuis très longtemps maintenant. Et là, ils ont découvert qu'il y avait une faille qui datait de 2019 dans leur application Ledger. Donc, vous savez, Ledger, le wallet physique, vous pouvez installer des applications dessus pour pouvoir interagir avec telle ou telle blockchain. Et ben là, il y avait une faille sur l'application Ledger de Zilliqa. La faille permet en fait à n'importe qui voit des transactions sur la blockchain, une fois qu'il voit un wallet qui fait au moins 5 transactions, ben, il peut reconstituer sa clé privée. C'est parmi les pires piratages possibles. Uniquement avec les données publiques, on reconstitue la clé privée et on peut voler les fonds. Ils ont constaté que qu'il y avait un attaquant qui exploitait cette faille entre le 19 et le 21 juillet. Donc, ils ont pu constater l'exploitation des gens qui perdaient de l'argent. Et du coup, ils ont dit stop, on arrête les transactions natives sur le réseau Zilliqa, le temps de corriger le problème. C'est vraiment très inquiétant. Et typiquement, ce genre de faille de sécurité qui existe depuis très longtemps, qui n'a jamais été trouvé, c'est des choses que moi je suppose
qui sont faits avec l'IA. Parce que l'IA permet de traiter un backlog de voilà tout l'historique de tout ce qui s'est passé sur voilà depuis 2015, depuis 2016 et d'analyser les choses. Et ça, pour moi, ça porte potentiellement les traces d'une faille trouvée avec l'IA. Mais encore une fois, c'est de la pure spéculation à ce stade. Ensuite, on a eu un autre protocole. On a eu un protocole plus cette fois lié au Bitcoin. Je sais pas comment ça s'appelle, B carré, B square, donc ouais, B au carré. Eux, ils ont eu un vol aussi au niveau de leur staking contract, donc leur contrat de staking. Quelqu'un a obtenu aussi un accès, on ne sait pas comment, mais a priori, voilà, ça ressemble à du vol de clés aussi. On n'est pas sur du smart contract. Clairement, là, ça semble être les clés qui ont été impactées et l'attaquant a pu obtenir les jetons de B2 et a pu en vendre pour 3,86 millions de dollars. Donc voilà, ça continue vraiment toutes ces histoires de piratage en ce moment. Pas toujours liées au smart contract. Là, encore une fois, ça semble pas du tout être lié au smart contract. Et il y a eu un autre piratage que j'ai pas vu passer en fait, c'est tout simplement un piratage lié à Midnight. Regardez le jeton associé à Charles Hoskinson aussi. Il y a eu une forte chute là il y a quelques jours. Là ça a remonté un peu, mais la forte chute a été causée par un piratage. Par un piratage de l'un des bridges historiques entre Midnight et la BNB Chain. Ce que j'avais vu, voilà, entre Binance Cardano plutôt, et voilà, et il y a eu une forte baisse du jeton Midnight lors de ce piratage. Il y a eu 290 millions de jetons Midnight qui ont été volés, qui ont été vendus, et ça a clairement eu un impact sur le prix de ce projet. Depuis, c'est remonté. J'ai pas de détails sur ce piratage-là, mais voilà, c'est bien un exploit du bridge. Donc, un bridge qui a été piraté, encore une fois, vraiment, vous voyez la succession de bridges hackés, c'est assez hallucinant. Soit via une faille dans la logique, soit via un vol de clés, ce qu'on voit de plus en plus souvent. Donc, vous voyez cette accélération, vraiment, elle m'inquiète et c'est pas fini. Il y a eu un autre piratage cette fois. Je vais passer très rapidement parce que je connaissais pas du tout le protocole. On parle de balance. Ils avaient un stablecoin algorithmique et la valeur a baissé de 99%. Il y a eu un vol de $1 million aussi. Une manipulation du prix. Ils ont fait des choses à l'oracle associé et ils ont pu manipuler le prix du stablecoin et voler les fonds. Donc voilà, tout ça, ça fait réfléchir. C'est des choses liées à l'IA, des choses pas liées à l'IA. Bien sûr que l'IA est associée à tout ça. Dans les hackers là, comme les développeurs, il y a plus d'hackers qui utilisent pas l'IA dans ces tests. J'ai échangé avec pas mal de personnes et c'est par défaut qu'on analyse le code par l'IA aussi pour comprendre. Bien sûr qu'il y a toujours l'aspect humain. Donc je pense que au final, ça va continuer comme ça un petit moment. Regardez, il y a Kimika 3 qui est sorti et a priori, ils n'ont pas les mesures de protection anti-piratage qu'a GPT 5.6 et Claude Fable. Kimika 3, là, ils ont limité l'accès. Donc, c'est-à-dire dans le sens où les abonnements sont bloqués, ils avaient tellement de demandes qu'ils ont stoppé. Ils vont probablement sortir bientôt. Ils avaient dit le modèle, vraiment les open weight, c'est-à-dire le modèle pourra être installé par n'importe qui sur ses propres serveurs sans dépendre de Kimi, de Moonshot plutôt, je crois. Donc ça va arriver très bientôt et je pense qu'une fois que ce modèle sera vraiment disponible à grande échelle, je pense qu'il va y avoir voilà une période, 1 mois, 2 mois, où il y aura encore pas mal de piratage, où il y aura une course entre les développeurs et les hackers. Et on le voit aussi dans les mathématiques actuellement, il y a plein de conjectures, de théorèmes qui sont prouvés grâce à l'IA. Vraiment, ça s'accélère les problèmes RDOS et beaucoup d'autres. Je suis tout ça sur les réseaux sociaux, etc. C'est énorme ce qui est en train de se passer avec l'IA et les mathématiques qui sont en train de résoudre plein de problèmes. Mais imaginez, si une IA est capable de résoudre des problèmes mathématiques qui n'ont pas été résolus depuis 10 ans, 20 ans, 100 ans certaines fois, eh ben, dites-vous que oui, pirater un projet crypto, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas impossible. C'est pour ça, il faut bien étudier les choses, bien étudier les projets, bien voir la complexité du projet. Plus un projet est complexe, plus il a de risques de se faire pirater. Donc, on est dans une zone un peu bizarre. Clairement, ça va bouger. On ne sait pas à quoi ça va ressembler dans quelques mois, dans 1 an. Voilà, faut se préparer, faut espérer que les développeurs aussi adoptent rapidement ces technologies avant les attaquants. Alors, on va parler maintenant d'un lancement majeur. Morpho vient de lancer Morpho Midnight. Midnight, c'est leur protocole de lending, borrowing à taux fixe.
Contrairement au taux dynamique là sur MorphoBlue où on dépose et le taux change en fonction de l'offre et la demande comme sur AV, là c'est des taux fixes qui sont définis à une date de maturité donnée. Par exemple là actuellement il y a uniquement 3 marchés qui ont été lancés sur Base, ils sont en train de tester, ils l'ont même pas lancé sur Ethereum et tout, ils ont juste lancé sur Base. On sait aussi c'est parce qu'il y a un partenariat entre Morpho et Coinbase et du coup ils voulaient pousser Base je pense. Donc il y a 3 maturité, le 28 août 2026, 31 juillet 2026, 25 septembre 2026, et vous avez des taux fixes et vous avez tout un marché en fait. Et n'importe qui peut venir et dire moi je suis prêt à prêter pour ce taux, et d'autres personnes vont venir et dire moi je suis prêt à emprunter pour ce taux. Et il y a un spread, c'est comme vraiment un carnet d'ordre pour trader, mais c'est un carnet d'ordre pour prêter. Donc il y a un spread aussi, il y a divers taux, et là on peut voir que le taux il est à peu près de 4%. Donc vraiment c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. C'est un nouveau marché. Ils s'ouvrent vraiment aux institutionnels et à un marché énorme du crédit privé. C'est une vision vraiment très très intéressante. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, comment ça va être adopté par les institutionnels ou autres. Et encore une fois, on est en train de voir, je vous ai dit, la vision de Morpho, pour moi, elle est à l'opposé de la vision de AV. AV, ils sont dans quelque chose de plus on est déjà plus avec des taux dynamiques. Les taux fixes, j'ai cru entendre que ça allait arriver aussi. Mais voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus modulaire, Morpho. Il y a plein de choses, plein de sociétés qui construisent aussi sur Morpho. AV, c'est différent. Et pour moi, le Morpho actuellement reste plus intéressant que AV. Je vous l'ai dit depuis un certain temps. Et voilà, je maintiens mon avis sur ce sujet. Mais Morpho risque d'avoir des petits problèmes avec les volts. Regardez, les volts, c'est l'interface principale pour interagir avec Morpho, où les utilisateurs peuvent venir déposer de l'argent qui sont placés dans des volts, donc des coffres, on va dire, qui sont gérés par d'autres acteurs, les curators, qui vont placer ensuite les fonds sur divers marchés Morpho. Et en fait, la SEC est en train d'étudier tout ça, et au final, ils sont en train de dire que les volts Morpho, bah, c'est tout simplement des fonds d'investissement d'une certaine manière qui doivent être régulés par la SEC parce que c'est clairement des gestionnaires d'actifs qui placent les fonds sur d'autres, qui placent les fonds qui sont confiés par des utilisateurs sur d'autres actifs. Donc là, ça risque de complexifier l'aspect réglementaire associé au curator, donc c'est pas directement Morpho. Mais voilà, les diverses sociétés qui gèrent les fonds vont peut-être devoir s'enregistrer auprès de la SEC. Il y aura peut-être d'autres choses à mettre en place, du KYC ou je ne sais quoi. Pas sur Morpho directement, encore une fois, mais sur la surcouche sur Morpho. Donc, on attend de voir, mais en tout cas, ils sont en discussion avec la SEC Morpho pour essayer de clarifier tout ça et d'avoir un cadre réglementaire aussi sur ce sujet. Ensuite, le Clarity Act aux États-Unis, ça avance doucement. Je vous avais fait une vidéo sur la news autour de Donald Trump qui avait accepté d'intégrer des clauses éthiques, une clause éthique au Clarity Act, donc l'interdisant de faire des choses avec les cryptos, par exemple. Depuis la probabilité que le Clarity Act soit validé en 2026 a légèrement monté, mais on est toujours à un niveau très bas, 42%. Ça représente, enfin, la France avait à un moment 38% de chance de gagner cette Coupe du Monde. Donc voilà, vous voyez un peu la probabilité que ça représente. En fait, cette clause éthique n'a pas encore été acceptée par les républicains. Et on a eu le nouveau draft du Clarity Act qui est sorti. Il intègre en effet un certain nombre de choses. Il interdit à Donald Trump et pas que Donald Trump, les élus américains de faire des choses en lien avec les crypto-monnaies, etc. Pendant un certain temps, jusqu'en janvier 2029, qui est la date à laquelle Donald Trump va quitter la présidence au plus tard. Il leur interdit en fait de lancer des cryptos ou de faire de la pub à des crypto-monnaies, pas de détenir des crypto-monnaies. Ils ont toujours le droit de détenir des crypto-monnaies. Mais voilà, les élus américains sont pas d'accord, enfin les démocrates, pardon, je confonds. Les démocrates ne sont pas d'accord avec cette clause. Premièrement, parce que qui va décider de poursuivre avec cette clause, c'est le département de la justice qui est à la main de Donald Trump. Donc, ils ont dit, bah, ça sert à rien de faire une clause si au final c'est le département de la justice qui va décider ou pas des choses. Il vaut mieux que ce soit les États qui décident, etc. Mais voilà, ils n'ont pas envie. Donc, premièrement, c'est au niveau de l'applicabilité de la loi, les républicains bloquent. Sur aussi le fait que ça interdit que, entre guillemets, à l'élu et à sa femme de faire des choses et pas à ses enfants, par exemple. Je trouve que c'est un peu abusé. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours pas passé au final. Et si on en croit les probabilités, ça va pas passer tout de suite, malheureusement. Donc là encore, c'est un point très attendu. Je pense que ça peut vraiment venir aider à faire décoller les cryptos s'il y a un retournement de situation et qu'au final, c'est voté. Et malheureusement, ils trouvent vraiment pas de terrain d'entente sur le sujet. Ensuite, Telegram. Pavel Durov, le fondateur de Telegram, vient d'annoncer qu'il comptait lancer un wallet non custodial
à tous les utilisateurs de Telegram. Et ça, c'est significatif parce qu'il y a déjà un bot sur Telegram, le bot wallet, mais c'est pas quelque chose qui est fait nativement par la société Telegram. C'est fait par la Open Foundation, Open Platform. Là, ça va vraiment être fait par Telegram. Ils vont avoir un wallet par défaut à tous les utilisateurs. Et surtout, il sera complètement non-custodial, c'est-à-dire sans aucune composante centralisée chez Telegram. Le wallet actuel offert par Telegram, il y a un côté qui est pas 100% non-custodial. Donc là, vraiment, ils veulent faire quelque chose d'assez énorme, du jour au lendemain, offrir ce wallet à plein de monde. J'ai envie de voir maintenant comment ça va s'intégrer vraiment dans les options, dans le chat. Est-ce que ça va vraiment être bien mis en avant? À quel point ça sera non-custodial? Est-ce qu'il y aura un site phrase ou autre à stocker? Faut voir un peu l'aspect pratique, mais très très intéressant ce qu'est en train de faire Telegram. Je rappelle aussi que le Toncoin, ça s'appelle plus Toncoin, ça s'appelle Gram maintenant. Donc voilà, ça se rapproche encore plus de Telegram. Et pour finir, on a un exchange historique qui annonce fermer ses portes, c'est BitMEX. BitMEX, ils ont inventé les perps, donc les perpétuels, ce que fait Hyperliquid maintenant, ce que fait Lighter, ce que fait plein de projets, ce que fait Binance et beaucoup d'autres. Ils ont inventé tout ça, les perpétuels avec levier x100. Arthur Hayes était cofondateur, et on connaît bien Arthur Hayes, c'est une figure aussi emblématique de la crypto. Il est toujours actionnaire de BitMEX, a priori, mais il est plus à la tête de BitMEX. Il y a eu un problème avec la justice. D'ailleurs, il a eu quasiment la même chose que CZ. Ils lui ont reproché de pas mettre en place un système suffisant anti-blanchiment, etc. sur BitMEX. Mais lui, il n'avait pas fait de prison, à ma connaissance, contrairement à CZ. Bref, tout ça pour dire, ils vont fermer. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ils ferment, c'est aussi pour pouvoir utiliser, toucher, distribuer le fonds de réserve. BitMEX avait un fonds de réserve de près de 200 à 300 millions de dollars qui vont pouvoir maintenant distribuer aux actionnaires, alors que précédemment ils devaient le laisser pour protéger les utilisateurs de BitMEX. Potentiellement, ils ont jugé que BitMEX était plus assez rentable, que ça générait pas trop d'argent, même si ça génère, par exemple, imaginez que ça génère 10 millions, 20 millions de dollars par an de bénéfices, et ils se disent, on peut fermer la société tout de suite et toucher 300 millions. C'était peut-être plus intéressant pour eux de fermer la société. Donc voilà, ils vont laisser le temps, ils ont suffisamment d'argent pour rembourser tout le monde selon leur proof of reserve, etc. Et voilà, et d'ici fin septembre 2026, c'est bon, il y aura plus rien et ça va être la fermeture de la plateforme qui a créé les pertes, mais qui a été dépassée par plein d'autres plateformes. À un moment, ça avait jusqu'à 50% de la part des dérivés. Enfin, c'était énorme. En 2019, c'était le summum de BitMEX. C'était quelque chose d'assez fou, ce que ça générait en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus. On peut le voir ici. Si ça va bien, j'avais noté l'historique, voilà, ça a généré à un moment 1000 milliards de dollars de volume annuel en termes de volumétrie de trading. Ensuite, eux, ils captent une petite partie via les fees. Donc écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous rappelle les 20 € offerts sur Feeds, le lien dans la description. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.